Mesdames et Messieurs les chefs d'état-major, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, chers amis de l'aéronautique, chères aviatrices, chers aviateurs, chères familles, bienvenue à toutes et à tous. Je n'existe qu'autant que m'abreuvent les fontaines de mes racines. Ces mots de l'aviateur écrivain célèbre Antoine de Saint-Exupéry ont motivé la tenue des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace sur le lieu même de ses origines, ici, aux petites écuries de Versailles. En effet, notre armée, en dehors des cockpits et à côté du progrès technologique continu qu'elle a suivi au cours du temps, repose non pas sur les choses, mais sur le sens des choses. C'est pourquoi nous honorons ce soir notre histoire à travers celles et ceux qui l'ont écrite au cœur du berceau de l'aviation militaire. Devant vous, les troupes composées de 265 fanions de l'armée de l'air et de l'espace et des commandants des bases aériennes, creusés de notre force, ont fait en marchant le même bruit de pas que leurs aînés sur les pavés des petites écuries, au rythme de la musique de l'air. Ici souffle le vent de l'esprit de l'aviateur. Ici, l'esprit de l'aviateur rayonne, résonne. Ici, notre avenir se dessine et prend un sens tout particulier qui fait écho à son passé. Rendre hommage à notre histoire et entretenir l'ardeur dans les rangs sont les maîtres mots de ces 2 jours de commémoration populaire qui visent à mettre en avant l'audace des aviateurs et leur engagement au service des Français. Cette audace que les pionniers de l'aviation ont insufflée en chevauchant les premiers appareils plus lourds que l'air et que leurs descendants incarnent jusqu'à aujourd'hui, vous la ressentirez ce soir et demain. Commémorer 90 ans au service de la France, c'est se rassembler avec considération autour des hommes et des femmes qui génèrent la puissance aérienne de notre pays. Ainsi, au cours de cette cérémonie, vous assisterez à la présentation au drapeau simultané des militaires techniciens de l'air en formation initiale à Orange, des élèves de l'école de formation des sous-officiers de Rochefort, et cet événement sera suivi du baptême de la dernière promotion d'officiers de l'école de l'air et de l'espace de Salon de Provence. Une génération entière d'aviateurs, tous grades confondus, toutes spécialités confondues, sera ainsi mise à l'honneur devant vous. La cérémonie se terminera par un spectacle exceptionnel projeté sur les murs de l'hémicycle. En parcourant les fragments d'histoire qui se juxtaposent dans une rétrospective son et lumière, vous traverserez le temps et mesurerez la richesse et la permanence de 90 ans de mémoire. Vous ressentirez, je l'espère, l'âme de notre institution dont les premiers drapeaux, les 2 premiers drapeaux, flambeaux de l'esprit pionnier, siègent en vitrine devant les tribunes. Un anniversaire est aussi un moment de communion qui se célèbre au sein d'une communauté dont vous êtes toutes et tous un maillon essentiel. Parmi vous, je tiens à saluer chaleureusement les autorités politiques et les chefs d'état-major étrangers qui nous ont rejoints. D'où qu'ils viennent et d'où qu'ils vivent sur les 5 continents, nous sommes amenés à échanger, à nous entraîner, à agir ensemble, parfois à combattre côte à côte. Avec eux, nous construisons l'avenir, fidèles à un idéal, celui d'une puissance aérienne au service de la liberté et des valeurs qui nous sont chères. Enfin, je tiens à remercier devant vous tous ici réunis les 22 partenaires qui ont cru en ce projet audacieux et qui nous ont permis sa réalisation. Alors, du fond du cœur, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée dans cette enceinte magnifique et une très belle journée de demain dans les jardins du château. Dans quelques minutes, profitez en silence, avec le recueil qu'impose une telle circonstance, de ce moment unique et solennel. Excellente soirée à toutes et à tous.
Garde à vous! Présentez. Armes.
Reposez. Armes. Repos. Garde à vous. Présentez. Armes. Mise en place pour la présentation au drapeau. Sous-officiers, militaires techniciens de l'air, ici présents devant nous, la force d'une cérémonie tient en la puissance de ses symboles. Et ces symboles ne sont vivants que grâce aux sentiments qu'ils inspirent. Dans quelques instants, vous serez présentés au drapeau. Ce rite immuable, incarnation vivante d'une transmission de valeurs, souligne le lien fort et mémoriel qui vous unira à vos anciens. Moment fort, moment émouvant, moment qui engage votre vie comme elle engagea celle de vos aînés et de vos camarades. Moment hautement symbolique en ce qu'il unit la force de sa tradition historique à son déploiement dans l'avenir. Devant vous, accompagné de sa garde, flottant au vent pour rappeler la mobilité des circonstances, mais solidement ancré à sa hampe, ce drapeau marchera alors dans les pas d'une histoire qui désormais sera la vôtre. Il deviendra votre drapeau et vous en serez les gardiens. Comment ne pas penser en cette soirée aux paroles du général de Gaulle qui disait que ce qui est en jeu ici n'est rien d'autre que l'honneur des responsabilités. Responsabilité au regard des savoirs d'excellence et de la connaissance de la troisième dimension à acquérir et à développer au service de l'action et du progrès. Responsabilité morale lorsqu'il s'agira d'appliquer et de perpétuer les valeurs de l'aviateur, le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence. Responsabilité individuelle enfin, car il faudra accorder vos devoirs
et votre conscience en tout temps et en tout lieu. Ce drapeau est l'emblème de notre nation qui rappelle qu'une communauté n'est pas somme de nos intérêts, elle est somme de nos dons. Symbole vivant des sacrifices de vos aînés, symbole vivant de ce que vous allez devenir, symbole vivant d'une connaissance au service de l'action et d'une action au service de la France. Vous en devenez les héritiers, mais avant tout les dépositaires. Son prestige vous oblige plus qu'il ne vous autorise. Puisse-t-il vous conduire et conduire votre pensée, inspirer vos actes et renforcer votre volonté pour la gloire de nos ailes et le succès des armes de la France. Sous-officiers, militaires, techniciens de l'air, voici votre drapeau. Au drapeau. Drapeau et votre garde. Rejoignez les rangs. Reposez. Armes pour les écoles. À droite. Droite. En avant. Marche.
Garde à vous! Mise en place pour le baptême. Promotion 2023 de l'École de l'air et de l'espace. À genoux. Monsieur le ministre, quel nom voulez-vous donner à la promotion 2023 de l'École de l'air et de l'espace ? La promotion 2023 de l'École de l'air et de l'espace est baptisée du nom de Jean Moulin. Promotion Jean Moulin. Debout. Notre parrain de promotion est né le 20 juin 1899 à Béziers dans une famille modeste. Bachelier en 1917, il s'inscrit en droit à Montpellier et entre au cabinet du préfet de l'Hérault où il se forge de profondes convictions républicaines. Mobilisé en 1918, ce jeune homme arrive dans les Vosges en septembre et s'apprête à monter en ligne quand l'armistice est proclamé le 11 novembre 1918. Démobilisé, il poursuit son droit et reprend ses fonctions auprès du préfet. En 1933, il est nommé chef de cabinet par Pierre Cotte au ministère de l'Air. En 3 ans, ces 2 hommes auront posé les bases de l'aéronautique française.
En octobre 1933, ce chef de cabinet participe à la création d'Air France, puis, pour relancer le secteur, il nationalise les 2/3 de l'industrie. Afin de développer l'aéronautique, il met au point l'aviation populaire et encourage les pionniers de l'aviation moderne. Il accueille ainsi Maurice Bastié au Bourget, suite à son record de la traversée de l'Atlantique Sud en 12h05. Pendant la guerre d'Espagne, il aide légalement, puis clandestinement, les républicains espagnols en leur envoyant des avions et des pilotes. Mais son plus bel exploit est d'avoir été avec Pierre Cot, l'un des principaux artisans de la loi du 2 juillet 1934, fixant l'organisation générale de l'armée de l'air, il y a 90 ans. Ce politique devient préfet d'Eure-et-Loir en janvier 1939. Après la déclaration de guerre, il tente de s'engager dans l'armée de l'air. Il demande à 5 reprises à être libéré de ses fonctions et tente même de devenir pilote, persuadé que sa place n'est point à l'arrière. Tous ses efforts sont vains. Il est maintenu dans sa préfecture sur ordre direct du ministre de l'Intérieur. Son premier acte de résistance a lieu le 17 juin 1940. Resté seul à son poste durant l'Exode, les autorités d'occupation veulent lui faire signer une déclaration accusant à tort des tirailleurs africains d'avoir commis des atrocités envers des civils. Enfermé et maltraité parce qu'il refuse de signer, il se tranche la gorge. Il écrit « Je ne peux pas être complice de cette monstrueuse machination. Tout plutôt que cela, tout, même la mort. » Sauvé par miracle, il reste à son poste avant d'être révoqué par Vichy. Il part pour la zone libre et prend contact avec les principaux mouvements de résistance de la zone sud. En septembre 1941, il quitte la France pour l'Espagne, puis le Portugal pour enfin passer en Angleterre. Il est reçu par le général de Gaulle auquel il rapporte l'état de la résistance en France. Le général de Gaulle le désigne comme son délégué et représentant du Comité national pour la zone libre. Il l'investit d'une mission capitale, unifier les principaux mouvements résistants, combat, francs-tireurs et libération. Il est largué au-dessus des Alpilles à Aureil, le 2 janvier 1942, sans équipe de récupération et de protection au sol. Il se fond immédiatement dans le maquis et prend contact avec la résistance. Son action aboutit, dès octobre 1942, à la création de l'armée secrète, fusion des principaux mouvements de résistance de la zone sud, puis, au début de 1943, à la création des mouvements unis de résistance. Début 1943, il se rend à nouveau à Londres où il rend compte de sa mission. Il est décoré par le général de Gaulle de la Croix de la Libération. De retour en France, ce résistant participe à la constitution du Conseil national de la résistance. Ce conseil adoptera une motion reconnaissant le général de Gaulle comme le seul chef politique de la France combattante. Cependant, le 21 juin 1943, sa mission s'interrompt brutalement lorsqu'il est capturé par la Gestapo à Caluire, près de Lyon. Interrogé quotidiennement par Klaus Barbie, soumis à de terribles tortures, il ne parle pas et tente à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. À la suite de ses vices inhumains, il succombe à ses blessures le 8 juillet 1943. Nommé général de division à titre posthume, ses cendres ont été transférées au Panthéon le 19 décembre 1964. Républicain dans l'âme, unificateur de la résistance française et premier président du Conseil national de la résistance, il reste un symbole éclatant de l'engagement et du sacrifice pour la liberté en France. Monsieur le ministre des Armées, mon général, Mesdames, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers supérieurs, nous avons l'honneur de vous présenter la promotion 2023 de l'École de l'air et de l'espace, dorénavant baptisée Promotion Jean Moulin. Présentez. Armes aux morts.
Reposez. Armes. Promotion Jean Moulin. À droite. Droite. En avant. Marche. Repos. Garde à vous. Ouvrez le banc. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le préfet du département des Yvelines, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, Monsieur le chef d'état-major particulier du président de la République, Mesdames et messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, Monsieur le maire de Versailles, Mesdames et messieurs les officiers généraux, Mesdames et messieurs les représentants des délégations étrangères, officiers, sous-officiers et aviateurs d'active et de réserve, personnel civil de l'armée de l'air et de l'espace, Mesdames et messieurs, dans ce lieu mythique où s'expose aux yeux du monde ce qui fait l'excellence française, dans ce lieu qui éblouit le monde et fait la fierté de la France, je veux rendre gloire à l'armée de l'air et de l'espace qui, elle aussi, depuis 90 années, a donné à la nation la volonté de vaincre, le culte de la liberté et l'amour de la patrie dans tous les ciels du monde. Aviateurs, comme vous l'a dit le général de Gaulle il y a 79 ans, au lendemain de la victoire des Alliés face à l'Allemagne nazie, je cite, « Gloire à vous, gloire à vos morts, gloire à vos longs efforts, à vos peines et à vos combats. » Depuis la création de l'armée de l'air par la loi du 2 juillet 1934, les plus grands défis aéronautiques que la France a relevés ont pris leur envol sur les tarmacs de nos bases aériennes. Des premiers vols des as de la Première Guerre mondiale, Guinemer, Fonck, de ceux de Jean Mermoz ou d'Antoine de Saint-Exupéry, des exploits de Romain Gary, Klostermann et Moujotte dans l'aviation de la France libre, qui firent d'eux des compagnons de la libération, de l'aventure technologique et humaine formidable des pères de nos premiers avions de chasse destinés à transporter l'arme nucléaire, du parcours magnifique de la première femme pilote de chasse, la commandante Caroline Aigle,
et jusqu'aux exploits de nos escadres que vous mettez en œuvre partout où le devoir vous appelle. Et depuis les années 60, on mesure dans nos bases aériennes ce qui fait la singularité et le caractère stratégique de notre armée de l'air et de l'espace. Je veux bien sûr parler de notre force de dissuasion. D'Avord à Istres, en passant par Saint-Dizier, nos programmes stratégiques ont profondément remodelé les missions des forces aériennes françaises pour stocker les missiles, pour armer nos avions avant leur départ vers un potentiel raid nucléaire et pour transmettre l'ordre d'engagement. L'histoire de notre armée de l'air et de l'espace témoigne du regard de nos aviateurs sans cesse tournés vers les airs pour répondre aux menaces qui pèsent sur le pays. Elle est le témoin de notre volonté de toujours conserver notre supériorité. Elle illustre ce que sont nos armées, des forces toujours prêtes à être projetées de par le monde, dans nos outre-mer et sur nos bases aériennes projetées quand la sécurité de la nation l'exige. Assurément, on mesure, 90 années après sa création, ce que la défense de la France doit à l'armée de l'air. Et en lui donnant le nom de Jean Moulin, à la nouvelle promotion de l'école de l'air et de l'espace il y a quelques instants, je veux dire, devant la famille de Jean Moulin, aux jeunes officiers qui s'engagent pour notre pays, combien cet héritage est précieux pour relever les défis que la nation attend d'eux dans les années à venir. Ils seront assurément nombreux, et je sais qu'à la lumière de l'exemple donné par leurs parrains de promotion, ils la défendront sans peur et sans limite. Aviateurs, vous qui survolez le monde, qui observez de haut ce qu'une crise née de l'autre bout de la planète peut engager comme conséquence jusque sur notre propre sol, vous devez être capable d'intervenir à tout moment pour défendre et protéger nos intérêts à bref préavis, partout sur le globe, pour faire face aux différentes menaces. Il nous faut dès lors identifier et qualifier ces menaces. Cela requiert une lucidité permanente sur nous-mêmes qui doit faire l'identité de notre armée de l'air et de l'espace, tant son histoire est une incessante remise en question pour conquérir la supériorité des airs, la rapidité, la furtivité, des capacités nouvelles de projection et le caractère infaillible que requièrent les missions liées à la dissuasion nucléaire. Ces menaces évoluent sans cesse, la technologie aussi, nous devons donc nous y adapter perpétuellement. Ces menaces sont également de plus en plus hybrides. Elles mettent simultanément à l'épreuve nos intérêts politiques, sociaux, économiques, technologiques et énergétiques, tout autant civils donc que militaires. Elles créent un terrain favorable pour ceux qui tentent de diviser la nation. Elles appellent des lignes d'effort dans les champs du cyber, du spatial, des fonds marins, du renseignement, des drones, de l'industrie de défense ou de la guerre informationnelle. De la maîtrise de ces domaines dépendent désormais et pour demain de notre souveraineté, de notre indépendance et plus simplement encore de notre sécurité. Les dangers qui pèsent sur le pays naissent aussi des conséquences du réchauffement climatique, en plus des nombreux bouleversements des équilibres géopolitiques qui déchirent hélas notre monde. Nous devons nous montrer à la hauteur de ces défis, tout en continuant à faire face aux menaces plus anciennes, comme le terrorisme, qui reprend pied au Sahel, au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi la prolifération nucléaire dans des pays comme l'Iran et la Corée du Nord. Malheureusement, mesdames et messieurs, l'ensemble de ces menaces, nouvelles et anciennes, se cumulent aujourd'hui plus qu'elles ne se succèdent. Aviateurs, j'aimerais maintenant vous parler plus précisément du rôle qu'assumera dans l'avenir notre armée de l'air et de l'espace pour faire face à ces différentes menaces. Les choix portés par le président de la République et votés par le Parlement consacrent l'impérieuse nécessité des missions qu'assume l'armée de l'air et de l'espace pour notre dissuasion nucléaire avec nos forces aériennes stratégiques. L'arrivée du missile de la SN4G lors de la prochaine décennie sera un renforcement majeur de notre crédibilité. Aux missions de dissuasion nucléaire s'ajoutent de nombreuses missions conventionnelles, notamment pour notre aviation de chasse, qui verra se poursuivre sa modernisation avec le pivot attendu de la génération Mirage vers le tout Rafale. La programmation militaire y répond avec le choix de doter nos Rafales d'un standard F5 ambitieux pour la crédibilité de nos forces aériennes, qui comprend le développement d'un drone de combat furtif accompagnateur. Pour les décennies futures, le programme de systèmes de combat aérien du futur prépare les développements technologiques nécessaires et indispensables aux évolutions de la menace adverse et l'impérieuse nécessité d'un combat encore plus collaboratif entre les avions et les drones.
L'avenir de l'armée de l'air se jouera aussi à travers nos alliances, dans les missions que la France assume comme nation cadre au sein de l'OTAN en Roumanie, mais aussi dans les alliances bilatérales que nous avons à travers le monde, des Émirats arabes unis au Tchad, en passant par la Jordanie ou la Côte d'Ivoire. Car à chaque fois, l'armée de l'air joue un rôle pour faire vivre nos partenariats stratégiques. Elle donne à la France son envergure pour agir en allié fiable, crédible et indépendant, comme l'a voulu en son temps le général de Gaulle et ses compagnons. Les capacités de projection de la France seront enfin renforcées avec la livraison de nouveaux A400M capables d'intervenir partout sur la planète pour défendre nos intérêts et ceux de nos ressortissants. Les nombreuses livraisons de fret humanitaire vers Gaza, ou encore l'opération Sagittaire qui a permis d'extraire nos ressortissants du Soudan au printemps 2023, ou bien encore le déploiement des forces de sécurité intérieure vers la Nouvelle-Calédonie au cours des dernières semaines en ont fait la preuve. Nos aviateurs ont démontré que la France demeure l'une des rares puissances au monde en mesure de mettre en œuvre une opération de parachutage de fret ou de sécurisation et d'exfiltration de nos compatriotes à très court préavis dans des conditions très dégradées et en agissant les premiers et seuls. Soyons-en fiers. Le spatial, enfin, est au cœur des transformations de votre armée avec la militarisation de cet espace qui nécessite des investissements importants pour garantir nos capacités à agir de manière souveraine depuis, vers et dans l'espace. C'est un axe d'effort qui sous-tend les capacités de combat connectées de nos trois armées, mais aussi de nos services de renseignement et de nos cybercombattants. C'est sans nul doute là le grand défi de notre génération. Et bien sûr, cette programmation militaire est aussi celle qui redonnera des moyens et des capacités à nos hélicoptéristes, mais aussi à nos commandos, ainsi qu'à l'ensemble des mécanos et des équipes de soutien dont l'excellence et l'engagement conditionnent le succès de nos armes, sans oublier bien sûr la défense solaire de nouvelle génération avec l'arrivée du SAMP-T de nouvelle génération. Aviateurs, pour relever tous ces défis en même temps, la programmation militaire a engagé des investissements massifs sur chacune de nos bases. Et petit à petit, vous commencez à voir arriver de nombreux aéronefs, de nouveaux équipements, de nouvelles infrastructures sur vos bases. Vos conditions de vie dans nos emprises sont également au cœur de cette programmation militaire. Et chaque mois, de nouveaux travaux sont réalisés pour rénover les bâtiments qui vous accueillent, ainsi bien sûr que vos familles. C'est d'ailleurs tout le sens des efforts que nous engageons avec avant moi Florence Parly, avec ce plan Famille 2, dont le budget a augmenté d'un tiers par rapport au précédent. Il doit permettre de mieux prendre en compte les contraintes de mobilité et de disponibilité qu'entraîne votre condition de militaire. Pour la première fois, ce deuxième plan famille a été préparé avec les représentants nationaux des collectivités territoriales et se met en œuvre sur chacune de vos bases aériennes avec les élus locaux afin de mieux nous coordonner pour vous accompagner dans les différentes contraintes liées à votre statut de militaire. Ces partenariats avec les collectivités nous permettront de relever avec eux les défis qui font votre quotidien et celui de vos proches pour trouver un logement, des solutions de garde et de scolarisation pour vos enfants, pour accompagner vos conjoints dans leur recherche d'emploi, pour permettre la reconversion professionnelle des militaires blessés et bien sûr pour cultiver les forces morales de la nation auprès de notre jeunesse et en lien avec nos anciens combattants que je salue fraternellement. Aviateurs, en choisissant de consacrer votre vie à la défense de notre pays, vous assumez un engagement qui emporte la reconnaissance de toute la nation. En ces temps où les confrontations entre puissances se ravivent, nous prenons tous collectivement la mesure des responsabilités qui nous reviennent pour vous soutenir. Sachez que ni vos chefs militaires, ni votre ministre, ni le président de la République, chef des armées, ne ménagent leurs efforts et leur énergie pour convaincre sans relâche de la nécessité de soutenir l'armée française et ainsi permettre que demain encore, l'armée de l'air et de l'espace continue de remporter de grandes victoires pour le succès des armes de la France. Joyeux anniversaire et longue vie à l'armée de l'air et de l'espace. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Présentez. Armes.
Monsieur le ministre, ceci conclut la cérémonie des 90 ans de l'armée de l'air et de l'espace. Reposez. Armes. Pour les fanions. À droite. Droite. En avant. Marche. French fighter from Versailles Tower, clear to start up. French fighter starting up. Les terres et ses empyrées. Un rêve pour l'homme, un domaine où il ne fait que passer. Ces terres qui protègent, enveloppent et rend possible la vie sur la terre, il en arpente les couches depuis une poignée d'années au regard des millénaires. Une poignée de sable au sablier du temps. Si Pantagruel entendait les paroles gelées des marins morts en mer, l'on dit que ceux qui chevaucheraient l'azur nébuleux entendraient les voix des aviateurs, des pilotes, des explorateurs morts dans l'atmosphère et son air glacé.
ce soir mémorable, une voix jeune nous dirait alors doucement à l'oreille: tant que l'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Placé au panthéon de nos aïeux, ce jeune homme de 22 ans, disparu dans un nuage, nous accompagnera ce soir. C'est en France que l'air vit s'élever pour la première fois à quelques pas d'ici un étrange objet, avec de bien curieux voyageurs. Les frères montgolfiers entrèrent dans l'histoire de la conquête de l'air en même temps que leurs ballons, utilisés dès la Révolution française pour observer les mouvements de l'ennemi. Mais c'est avec le plus lourd que l'air, l'avion, Clément Ader et les frères Wright que les choses sérieuses débutent. Et la France, par ses ingénieurs et fougueux pilotes, mène la conquête. Le 5 octobre 1914, un son inconnu perce le silence de l'azur immaculé. Le premier duel aérien vient de se dérouler, soldé par une victoire française. Au-dessus des tranchées et de l'enfer des grandes offensives, les duels aériens prennent des allures chevaleresques. C'est l'avènement des As, Fonck, Ningesser, Madon, et puis, au-dessus du lot, l'icône, Guynemer. Aux écoliers navrés de sa disparition, restait le cantique de l'aile d'Edmond Rostand. Gloire à celui qui part, et puis que plus jamais on ne voit reparaître. Nul ne l'a rapporté, nul ne l'a vu descendre. Ah, c'est qu'il est peut-être monté, monté, monté. Chevaucher les airs. La cavalerie est intimement liée à la nouvelle arme, fournissant nombre d'aviateurs et traditions. Par un clin d'œil du destin, le tout nouveau centre d'études de l'aéronautique, créé à l'issue de la Grande Guerre, prend ses quartiers à Versailles. Le 2 juillet 1934, l'armée de l'air est créée. Son école sera aux Petites Écuries, avant de partir sous d'autres cieux, ensoleillé par un autre soleil que celui du grand roi, Salon de Provence. On y apprendra les règles à respecter pour évoluer gracieusement au sein de ce royaume d'altitude. « 1940. Elle paraît loin, la domination des ailes françaises. Reste l'honneur et définitivement faire face. Continuant le combat sous toutes les latitudes, escadrilles, mécaniciens et pilotes de légende servent le pays et les couleurs d'une France libre.
Leur nom claque désormais et marque encore les empennages de nos avions. Groupe de chasse Lorraine, Alsace, Normandie-Niemen, Île-de-France. Les années d'après-guerre sont l'occasion d'une reconstruction, d'un renouveau militaire et industriel. Il faut passer à la vitesse supérieure. L'heure est à la réaction. Elle prend le nom d'Ouragan, premier jet français de l'armée de l'air, premier d'une longue lignée de la maison d'assaut, dont l'hélice éclair équipa le SPAD 7 de Guilmer. De nouveaux engins, de nouvelles missions. Chasse, reconnaissance, attaque au sol. Les possibilités d'action croissent, les défis aussi. Avec bientôt la nécessité du déploiement de l'arme suprême. Les mots d'ordre? Souplesse d'emploi, puissance et allonge. Allonge pour frapper, allonge pour aider, soutenir. Quand l'étau se resserre, que l'ennemi oppresse, les yeux se lèvent. Le ciel où se niche l'espoir. 1947, Berlin, coupé du monde libre et ravitaillé par un pont aérien. 1954, il y a 70 ans, une cuvette, un combat héroïque, Dien Bien Phu. Coupé de tout, le camp retranché ne tient que par un soutien aérien périlleux. Ces ailes de l'espoir ont alors un visage, un sourire, celui d'une infirmière de l'air, Geneviève de Galard. Soutien aux Français isolés, à l'humanité blessée, l'armée de l'air, c'est aussi le visage de l'aide et de l'espoir. Si l'air et ses lois demeurent immuables, mission et matériel évoluent sans cesse. Alors, quelle que soit l'escadrille, la base aérienne, la mission, il est un impératif. Garder l'esprit pionnier, l'audace, la fougue de la jeunesse, l'envie d'excellence et ainsi rester dans le vent des hélices. Cet état d'esprit, l'institution l'insuffle au plus tôt. Un endroit est particulièrement indiqué pour le faire, l'école de l'air. Ils sont entrés au piège, plaçant au cœur de leur vie le sens de l'honneur et du devoir envers leur pays, envers l'armée de l'air et de l'espace ensuite, envers eux-mêmes enfin. Les poussins y sont l'objet de toutes les attentions, avant de devenir un jour, un soir, officiers. Porter le charognard, porter le poignard, être un épervier pour protéger et servir la mère patrie. La France. Ils ont veillé dans la salle des marbres, dans le silence. Au mur, des plaques gravées. Dans le ciel bleu de France, bien des aigles sont morts.
Recueillons leur vaillance. Leur cœur palpite encore. De leur race nous sommes. Nous serons dignes d'eux. L'aigle a quitté les hommes et fait trembler les cieux. Au centre de la pièce mythique, les poignards et le drapeau. Ce symbole du commandement, il médite sur la portée de sa réception quand ils feront solennellement l'entrée dans la carrière des armes. Le moment est arrivé. Ils se sont agenouillés. Ils ont reçu l'arme et m'est donné, sans rien attendre en retour. Race d'aiglons jamais vassales, monte sans peur vers le soleil. Le sol pour toi n'est qu'une escale, et ton royaume, c'est le ciel. French fighter, 1000 feet, 300 knots, on track, 1 minute 30 seconds before flyby. Jour et nuit, il veille, afin que l'enfant, levant la tête vers le ciel étoilé, continue d'y rêver sans craindre une menace. En 2021, la mission de l'armée de l'air a été étendue à l'espace. Du sol aux frontières de la voûte céleste, la veille est continue. Dans les solitudes glacées de l'éther, dans une ronde satellitaire, des veilleurs scrutent de leurs yeux électroniques, du plafond au plancher, notre maison commune, la terre de France. En quelques minutes, prendre l'air et fondre sur la menace, assurant la police du ciel. L'armée de l'air déploie ses faucons. Et si nécessaire, ange gardien porteur du feu prométhéen, déclencher le feu ultime, le feu nucléaire. Ans. Quelle jeunesse! Enfourcher Pégase, chevaucher les airs et l'espace, afin de protéger, dissuader, intervenir, au service et pour la gloire des armes de la France. Et si l'on porte la cravate noire, en deuil de Guilmer, conservons l'âme de sa jeunesse. Et ainsi, scrutant l'aurore et l'aube, prêts au sacrifice, défendre dans les cieux et l'espace ses valeurs et nos compatriotes.